Bonjour Caroline Poisson. Aujourd'hui, on vous parle du bif. Alors pour vous parler du bif, moi je suis un peu toute seule aujourd'hui, mais on est avec Charlotte de Wertz qui nous fait la technique. Salut Charlotte. Coucou. Et on lui a mis un micro cette fois-ci parce que je vais faire mon père Castor pour vous raconter le bif. Ouais, non, alors, je vais essayer de vous convaincre parce que pour nos auditeurs, le bif c'est le Brussels International Fantastic Film Festival. C'est ça, 3F, oui, c'est ça. Je cale. C'est un festival qu'on adore avec Vincent. L'année passée, on avait été 3-4 jours, on avait été voir plein de films, on avait fait un récap. Et cette année, Vincent avait d'autres choses à faire. Oui, notamment. Pas mal de travaux de rénovation de baraque qui fait que ça aussi, des fois, ça rend un petit peu difficile les enregistrements qu'on fait ici parce qu'on a souvent des tas de films à regarder, des sagas parfois de 5, 6, 7, parfois 10 films. Et moi, c'est vrai que des fois, j'arrive et je dis, écoutez, là... je n'ai pas vu les films. J'ai passé mon temps dans... Oui, mais là, comme ça, vous comprenez un petit peu aussi pourquoi... Et moi, je les regarde, mais je dors devant. Voilà, je sais pas. C'est ça. Et donc là, ça fait 1 an que je suis dans mes travaux de rénovation, mais on arrive sur la fin. Voilà. Et donc, je vais avoir à nouveau un peu de temps pour revoir des films, retourner en festival, s'amuser. Ça va aller. Mais effectivement, le bif, cette année, on s'est dit, Caroline va y aller quand même. Je parle de moi à la troisième personne. Oui, c'est ça, oui. Je vais y aller. C'est Caroline du Popcorn Club, s'il te plaît, le terme. Ok, Caroline du Popcorn Club va y aller. Et l'année dernière, on avait essayé de trouver 3 jours où on était disponible en même temps pour aller voir tous les films de ces 3 jours-là. Bah oui, tout à fait. Ici, moi, ce que j'ai fait, vu qu'en plus je pouvais vraiment pointer ce que je voulais dans le programme, je me suis dit, quel film est-ce que j'ai envie de découvrir ? Et je me suis tapé des allers-retours parfois pour un seul film. Donc partir à 16h, revenir à 23h pour un film. Et je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et mon but ici, évidemment, c'est pas d'aller vous taper des pages Wikipédia de réalisateurs que je ne connais pas parce que c'est je vais pas faire semblant de connaître ces réalisateurs. Moi, mon but, c'est d'essayer de vous donner envie de découvrir déjà ces films, si vous les trouvez, parce que parfois, c'est des trucs un peu introuvables. Tout à fait, c'est des films qui passent quasi que en festival. Et peut-être aussi de vous donner envie d'aller, vous et nos auditeurs, vous, je sais que ça vous donne envie, mais aux auditeurs de se dire dans des festivals, peut-être parfois, justement, aller dans la programmation un peu plus obscure, de se dire, pourquoi pas aller voir un petit film d'un petit réal dont j'ai jamais entendu parler. Parfois, j'avais un peu le choix entre... Il y a une soirée où je sais plus quel film que je pouvais aller voir, ou alors The Surfer avec Nicolas Cage. Au départ, je me suis dit, je vais aller voir The Surfer avec Nicolas Cage. Puis je me suis dit, mais non, The Surfer, je peux aller le voir à un autre moment. Il y avait Death Unicorn avec Jenna Ortega. Mais tu savais que ça allait bénéficier d'un... Voilà, c'est ça, tu vois. Donc j'ai pu me dire, non, je vais vraiment aller voir des tout petits films. Et donc pour ceux qui connaissent le BIF, qui ont déjà été, il y a 2 salles de cinéma au BIF. Il y a le Grand Ciné 1, qui est une toute grande salle de cinéma, on passe les gros films. Et Ciné 2, qui est une petite salle un peu pourrave. Je la trouve un peu pourrave. Je me souviens que j'étais pas super bien assis dans celle-là. Alors toi, tu es très grand, donc tu étais mal assis, mais au moins tu savais lire les sous-titres. Oui. Moi, en étant de taille plutôt normale, dès qu'il y a une personne devant moi, c'est foutu, je ne vois plus rien. Donc si c'est un film en anglais, ça va. Dès que c'est un truc en espagnol, et en plus, on avait vu un film japonais l'année passée, je me souviens. Donc compliqué, oui. Compliqué pour moi. Mais donc, il y a sur la petite dizaine de films que j'ai vus, je n'ai vu qu'un film en ciné 1. Tous les autres en ciné 2. J'ai fait 2 séances de minuit. C'était vraiment des films un peu improbables. Donc, j'espère que je vais vous donner envie de voir ces films. Même si tu les as pas compris, vu que tu pouvais pas lire les sous-titres. Non, je tapais sur le coude. Je tapais du coude les gens à côté. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cherchais tous les grands dans la salle, tu vois. Je cherchais sur leurs épaules. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Non, mais voilà, j'ai pu quand même comprendre un petit peu ce qui se passait devant moi. Tout d'abord, j'étais voir Touch Me de Addison Heyman. C'est un film américain. Le film débute avec Joey, c'est une jeune femme, elle est en train de parler avec sa psy. Et elle lui rencontre une rencontre amoureuse avec un gars hyper sexy, sexe intense, etc. Et au fur et à mesure de son histoire, il s'avère que le gars, c'est un extraterrestre, en fait, qui fait l'amour avec des tentacules. Donc, Ah, mais ça, c'est une habitude. Hein. Ouais. On aime bien. On aime bien. On aime bien ça ici. Alors, le trailer vend un peu... Enfin, le pitch vendait ça, vraiment, gore tentacule. Honnêtement, franchement, ça va. Même si ça ne m'aurait pas dérangé, c'était gore tentacule, tu t'en doutes. Donc, ça s'avère que c'est un extraterrestre dont les tentacules font disparaître tous les sentiments d'anxiété et de dépression. Et donc, grâce au sex story de Tu es hyper bien après, elle raconte son aventure avec cette alien, sauf que leur dernière séance de sexe, il a été un peu violent avec elle, donc elle s'est barrée, ça lui a fait peur, elle s'est barrée. Et là, elle raconte ça, et puis, c'est-à-dire qu'elle est dans un supermarché, qu'elle retombe sur le gars, qui est c'est pas mon genre, mais qui est présenté comme
homme sexy. Mais pas à tes yeux. Pas à mes yeux. Non, mais il a un beau ventre. Voilà. Il a un beau ventre. Mais donc elle le recroise et elle est en colocation avec son meilleur ami Craig, homosexuel. Et il se trouve que dans leur appartement, il y a de la merde de cheval qui sort par les canalisations. Non, ok. Chouette. Et à cause de ça, ça sent mauvais. Et donc, pour ça, ils vont aller se réfugier dans la maison de Brian, l'extraterrestre, qui vit avec son assistante, pour échapper à la merde de cheval. Ok. Et donc, va commencer des séances de psychanalyse, sexe, etc., un peu étranges dans cette maison. On va se rendre compte que Brian n'est peut-être pas aussi inoffensif à juste vouloir faire du sexe. Il y a peut-être autre chose derrière, un autre projet de Brian derrière tout ça. La domination mondiale. Voilà. C'est pas, à nouveau, je rappelle, j'ai pas vu le film. Voilà. Ce film est également pour le réalisateur une manière de parler de la maladie mentale. C'est un peu le film le plus sérieux au final, le deuxième plus sérieux de ma sélection, parce qu'il y a quand même le traitement de la maladie mentale, de la dépendance affective, tant amoureuse qu'amicale, les addictions en général, il y a quand même tout un traitement là-dessus, mais de façon assez légère, c'est pas le mot, parce que le film n'est pas léger, mais le film est ludique. Oui, ok. Le film est ludique. Pourquoi j'ai aimé le film ? Les acteurs sont exceptionnels. Franchement, tous les acteurs sont vraiment très très bons. Tu ris, tu as de l'empathie pour eux. Surtout, point spécial à l'acteur qui joue Craig, c'est vraiment très très... un personnage dont tu as vraiment envie de connaître son histoire, de connaître ses valeurs, ses pulsions, de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. La colo du film est canon. Franchement, le film est très très beau, il est très très bien filmé. Les effets de caméra, alors il y a beaucoup de choses. Ça, c'est peut-être un point qui m'a un peu dérangé, c'est que tu sens que le réel, il a voulu mettre plein de trucs. Et parfois, il amène une idée visuelle, mais qui ne sera pas exploitée par la suite. Par exemple, dans une scène, tu as un peu des idées visuelles à la Scott Pilgrim, comme ça, où tu as des éléments qui apparaissent sur l'écran. Ça arrive une fois, puis tu n'as plus jamais ça. Il n'y a pas de systématisme d'effets ou autre. C'est plus beaucoup de choses qui sont mises. Je trouve que parfois, ça fait un peu brouillon. Maintenant, encore une fois, je me rappelle que l'année passée, j'arrêtais pas de le dire. Je n'ai pas fait de long métrage. Je ne vais pas me permettre d'aller critiquer des essais comme ça qui sont quand même assez fou. T'as pas fait de long, mais t'as fait un court. Oui, j'ai fait un court. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de choses. Alors j'étais voir, c'est pas son premier film, mais ça sent un peu le premier film dans le sens où on le fait tous, t'as envie de tout taper, en fait, t'as envie de taper toutes tes envies, toutes tes idées visuelles, tous tes machins. Alors il y a de la danse, il y a de la course-poursuite, il y a plein de choses, mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment la peine de voir ce film. Mais en fait, tu mentionnais aussi quelque chose qui est important de rappeler, c'est que le bif, ce n'est pas que délirant. Tout à fait. Effectivement, il peut y avoir des films qui sont peut-être parfois un peu plus difficilement accessibles. Exactement. Ou qui demandent un certain calme aussi pour être visionné. C'est aussi possible, surtout à l'heure actuelle, de voir des films dans ces conditions-là au bif. On en parlera du côté calme, parce que j'ai été voir un film en séance silencieuse, on pourra en parler ça tout va, à l'heure. Pardon, je t'ai coupé l'air sur le pied. Tu peux me couper l'air sur le pied, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ce film-ci, il était quand même extrêmement drôle. Il y a des scènes de sexe tentacule, mais qui sont extrêmement bien filmées. Le film est très beau, en fait. Le film est très très beau à voir. Maintenant, oui, il y a des côtés assez lourds, ça parle de violence sexuelle. Donc je trouve que quand même, il y a un mélange assez atypique en termes de thématique, mais qui fonctionne. C'est un film qui fonctionne. Le design de la créature est hyper aux fraises. C'est complètement what the fuck, parce que tu sens que c'est un film qui a quand même du budget. Tu sens que le film, pour faire un film pareil, il y a du budget, mais que le côté créature un peu what the fuck est totalement assumé. On voit carrément sa tête à la fin. Moi, j'ai eu un fou rire parce que c'est assumé, en fait. Parce que j'ai fait une petite liste de qui pourrait aimer ce film. Tu te rappelles de Calamari Westler ? Ah oui, je l'ai là. Ouais, c'est à moi. Ouais. Mais voilà, il y a un côté vraiment... tu sens qu'il s'est fait plaisir, quoi. Tu sens qu'il est fan d'anime. Le concept un peu bizarre et ridicule. Tu sens qu'il y a du budget, mais qu'ils se sont dit, en fait, là, on va faire un truc un peu what the fuck, un peu plasticine, comme ça, qui moi, me plaît évidemment beaucoup.
Voilà, j'ai plutôt beaucoup de choses très bonnes à dire sur ce film. Je pense qu'il sera quand même assez facilement trouvable, j'ose l'espérer, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une plus grosse prod que certains autres films qu'on peut voir au BIF. Mais pour savoir si vous pourriez aimer ce film, ben voilà, les fans d'Alien, de Calamari Westler, de Scott Pilgrim ou d'animés japonais, vraiment ça peut brasser beaucoup de gens, ça peut plaire à beaucoup de gens, et je pense que Vincent, ce film pourrait totalement être ta cam. Bah, quand ça a un côté multiréférentiel, c'est vrai que d'habitude, j'ai pas trop de mal à embrayer dans ce genre Moi, de je pense que délire, t'aimes hein, tout ça, à fait, ouais. ouais. Mais par contre, on peut aussi demander, Bastia, est-ce que t'as donné envie finalement à Charlotte, est-ce Charlotte que je te donne envie de Ouais. voir ce film? J'ai envie de découvrir le calamar. Enfin, le Alors, calamar. plus proche du micro. Ah, J'ai envie de découvrir. C'est pas un calamar, c'est un. non, ouais. Tu as dit Poule. une Des sorte tentacules. de poulpe Il y a énorme. Une sorte de gros poulpe un peu cracra comme ça qui Ouais. fait l'amour avec ses tentacules, et apparemment les tentacules, elles rendent bien, quoi. Je suis très Voilà. curieuse de voir visuellement Et en fait, qu'est-ce que ça peut donner. bah écoute, super. Bah, Ouais. on est deux, en fait, tu nous as déjà convaincus tous les deux. Mais en Quelle fait, c'est intrigue. peut-être pour revenir sur ce que tu disais, bah tiens, c'est vrai qu'on aime ça ici, les tentacules, quand ça fait l'amour ou je sais pas trop quoi. C'est pas qu'on est des fans de hentai ici, pas du tout, hein, tu vois. Ah c'est bon pas, Un petit peu. c'est pas du tout ça. C'est hein, ce que mais, j'ai cru. mais c'est parce qu'en fait, c'est marrant, mais comme vous le savez, ici, c'est un podcast qui est incubé dans une structure qui s'appelle Mefamo. Et Mefamo, l'une de ses activités, c'est notamment d'organiser la délocalisation d'un festival aussi consacré au cinéma de genre qui s'appelle Offscreen et qui rentre pas mal en résonance avec le BIF qui a lieu un mois avant, toujours à Bruxelles. Et l'une de ces années de délocalisation, on avait pu diffuser ici un film qui s'appelait La Région Sauvage, un film espagnol qui parlait d'une créature de l'espace, une espèce de poulpe de l'espace Oui, aussi oui, oui. qui avait cette particularité de générer un pur plaisir auprès des gens avec qui il faisait l'amour, à tel point qu'il finissait par en mourir, tellement il prenait du plaisir. Et ça, c'était un film aussi un peu très atypique, et c'est bizarre qu'il y ait ces deux aspects Qui reviennent souvent ici. reviennent souvent liés comme ça. Et à chaque Ouais. fois, je peux replacer le magnifique bouquin L'érotisme de bataille, parce que j'ai même placé sur l'épisode sur Scream, La petite mort, hein. Oui. L'orgasme, la petite mort. À chaque fois, je te le Oui, oui, replace. oui, tout à fait. Tu l'as lu finalement, à Non. force que je t'en parle. Non, mais je le ferai. Plutôt que de regarder tes hentai dégueulasses, Vincent. Lis un peu Georges Bataille. Bon Dieu. Donc voilà, Touch Me, vraiment très très bon film, très bonne découverte. C'était le premier que j'ai vu au BIF et je me suis dit, ah, trop bien, très très bon choix. Et je pense que je me demande, c'était le même jour que Spermageddon, qui est un film d'animation que notre amie Marine résume comme c'est vice-versa dans les couilles. Je trouve que c'est le meilleur résumé de film du monde. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment celui-là est disponible sur les plateformes, donc je me suis dit Touch Me d'office, quoi. Mhm. C'était quand même la soirée sexe du BIF, quoi. Touch Me ou Spermageddon, voilà. T'as vu T'as bien Spermageddon? commencé. T'as bien commencé. Tu l'as vu toi, Non, Charlotte, mais Spermageddon? on m'en a parlé. Paraît on qu'il m'en a est bien. parlé. Hein. Paraît qu'il est bien. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Bah, vice-versa dans les couilles. Moi, j'aime pas vice-versa, mais dans les couilles, j'aime bien. Donc, je me dis, il y a peut-être Si, j'aime bien dire ça. il fallait que je le place, Vincent. Est-ce qu'il va me couper au montage? Il va censurer. Il va censurer. Je passe au second film que j'ai vu au BIF qui s'appelle Dead Lover de Grace Glowicki. C'est un film américain. Alors, directement, je vous le dis, c'est ce film qui a gagné le White Raven au BIF. Et on était hyper étonnés presque parce que ce film a très fortement divisé le public. Et tu l'as vu dans quelle salle celui-là? Au Ciné 2, évidemment. C'est toujours Ciné 2. Hein. C'est toujours Ciné 2. Tu nous diras quand on passe au ciné. Hein. Ouais, bah ce sera facile, ce sera le seul film un peu connu. Ok. Et c'était ma plus grosse déception, le ciné. Hein, donc je t'en parle. Ah, ça spoil déjà. Ouais. Donc Ciné 2, Dead Lover de Grace Glowicki. Le pitch, j'ouvre les guillemets parce que c'est la phrase du BIF que je trouvais très très belle. C'est une proposition aussi répulsive qu'attractive, d'une laideur incroyablement belle et d'une vulgarité délicieusement poétique. C'est une relecture de Frankenstein, l'histoire d'une fossoyeuse qui va décider de ressusciter son amant en plantant son doigt dans un pot de terre. Ok. Voilà. Elle dit comme ça n'a pas l'air. Ça va. Voilà. Il faut se dire que ce film, c'est low budget. Il y a 3 ou 4 acteurs, enfin je ne sais plus, qui jouent tous les personnages. Quand on veut te faire te montrer qu'il y a un orage, tu as des petits éclairs dessinés à la craie sur un fond. Chaque petite scénette est jouée dans une pièce qui ne doit pas être plus grande que ce studio, avec des éléments de décor un peu sommaires, comme ça, genre une fausse porte. Et tout est totalement assumé. Tu as l'impression d'être devant une pièce de théâtre en permanence. C'est hyper audacieux visuellement. Franchement, moi j'ai pris quand même une claque visuelle. Il y a de l'inventivité pour tout. Quand ils sont à cheval et qu'ils galopent, en fait, il n'y a rien qui bouge. Tu vois, ils font du surplace, mais c'est assumé à 100 000 %.
Les textures sont très très belles. C'est, comme le dit le résumé, c'est dégueulasse. Tout est dégueulasse. T'es dégoûté tout le temps tellement c'est bien foutu. Tu sens la puanteur du truc, tu sens la terre, tu sens l'eau. Tout est vraiment cracra. Il y a vraiment une inventivité, beaucoup, beaucoup d'humour. L'actrice principale, c'est la réalisatrice. C'est Ok. Grace Glowicki, pardon. C'est dur à prononcer. Grace Glowicki. C'est l'actrice principale. Elle est incroyable. Tu ne la reconnais pas, parce que j'étais voir après un peu son compte Insta, etc. Tu la reconnais pas, elle est grimée à un point assez fou. Elle joue très, très bien. C'est assez fou. Maintenant, le film est très long. Le film il fait une durée de film normale, mais ça pourrait tenir Mais franchement qu'est-ce dans un que t'entends court-métrage. par normal? C'est 1h30, 1h30, 2h? 40, Oui. ouais, tu vois, un film relativement... Ce qui est généralement la table, surtout quand c'est on un est dans le peu la cinéma de table, genre, ouais, hein, c'est c'est un peu la 1h30. tape. Ouais. Mais franchement, après 40 minutes, tu fais OK, c'est bon. Je trouve que je ne dévoile pas trop l'histoire, mais il y a à un moment donné un personnage qui va ressusciter, pas forcément celui qu'on pense. Bah oui, c'est ça que j'allais dire. Bah écoute, oui. Il y a un personnage qui ressuscite et la comédienne, pour moi, j'adhérais pas du tout à son jeu, donc ça m'a fort bloqué. Est-ce que c'est ça qui fait que ça m'a bloqué sur le reste du film? Peut-être, mais je trouve que cette idée, en fait, c'est une proposition tellement radicale que pour moi ça fonctionne difficilement en long métrage. Pour moi c'est plus une performance filmée, c'est plus une scène. Même 1 heure, ça aurait été largement suffisant. Mais même... quoi, c'est le côté un peu minimaliste des décors qui finit par te frapper au bout de 40 minutes, ça quoi. peut lasser à partir d'un moment, Ouais. parce que tu passes vraiment Maintenant, tu as des films en huis clos dans une pièce qui fonctionnent, tu vois. Je pense que tu sens quand même que c'est une écriture vraiment what the fuck, où tu as des scénettes qui s'enchaînent, c'est très théâtralisé, donc tu as des scénettes qui s'enchaînent, mais l'histoire tourne vite en rond, en fait. Mais le fait justement de le voir dans le contexte du bif, ça doit pas améliorer un peu? Si, c'est ça. C'est ça que je me dis, le voir toute seule chez moi, j'aurais peut-être soupiré, commencé à sortir mon téléphone pendant, quoi, tu vois. Dans le contexte du bif, c'est amusant, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le bif, on s'exprime pendant le film, on rigole, c'est bon vivant. C'est vivant, tu vas motiver le spectateur. Il paraît qu'ils se sont inspirés du Pirate Movie Club. Ah oui. Non, je pense qu'ils sont plus vieux que mon ciné-club quand même. Mais oui, tu sens quand même que même avec le public du bif, tu sens à un moment donné des soupirs, quoi. Tu sens. Puis comme je dis, dans la salle, tu sentais quand même qu'il y avait une grosse partie de la salle qui n'adhérait pas du tout au concept. Je pense qu'il faut aimer ce genre d'expérience. Il faut aimer ce genre aussi d'esthétique. C'est très camp, c'est très Rocky Horror Picture Show, c'est très cracra, c'est assez vulgaire. Donc il faut adhérer. Si t'aimes pas le Rocky Horror, si t'aimes pas ce genre d'esthétique un petit peu, j'ai un petit peu camp, un petit peu, tu vas pas aimer, quoi. Tu vas pas kiffer ça. Mais pour moi, c'est quand même une expérience. C'est vachement audacieux et je comprends qu'il ait gagné le prix. Parce que sur les 7 films du White Raven, j'en ai vu 3. Il y avait Touch Me qui était dedans, mais Touch Me est très très bon, mais est un peu plus classique. Ici, Dead Lover a le mérite de proposer quelque chose que tu vois très rarement au cinéma, quoi. Ouais. C'est unique, oui. Est-ce que vous avez envie de voir ce film? Une vraie proposition de cinéma. Nous avons une vraie proposition de cinéma. Est-ce que je vous ai donné envie de voir ce film? Un peu moins. J'ai l'impression d'être un peu Père Castor qui raconte sa life. Ouais. Je suis désolée, bah oui, on est obligé de fonctionner comme ça aujourd'hui. C'est bien, j'espère que nos auditeurs vont trouver ça sympa quand même. Et moi j'ai une question, je sais pas si dans le cadre du podcast c'est intéressant, mais tu as utilisé le terme Rocky... Oh, Picture Show. Oui, voilà. Ouais. Tu veux dire quoi par là? Ah, c'est un film de Jim Sharman, tu connais pas? Non. Le Rocky Horror Picture Show, c'est un peu le film qui a lancé le... t'en avais parlé, Vincent. Est-ce que t'étais là, Charlotte, quand on a enregistré l'épisode sur Cry Baby? Non. Non, t'étais pas là. Mais Vincent, explique un peu à Charlotte. Ça peut se couper au montage. Non, c'est important. Ça peut être intéressant pour les auditeurs. Je le mentionnais, je l'ai mentionné lors de l'épisode sur Cry Baby, mais en fait, on participe à la délocalisation d'un festival qui s'appelle Offscreen. Le principe d'Offscreen, c'est le festival du film culte. Le film culte, c'est pas forcément comme on pourrait l'entendre à l'heure actuelle avec le terme un peu galvaudé, un film tellement populaire que tout le monde le connaît et donc c'est un film culte. C'est culte dans le sens presque c'est un classique. C'est pas ça en fait. Le film culte, à sa définition première, c'est un terme qui est né
avec l'exploitation en salle du Rocky Horror Picture Show. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui a eu du mal, en réalité, à trouver son public. Lorsqu'il a été exploité en salle dans ses premières heures, ses premiers jours, c'est un film qui ne fonctionnait pas. Et il s'est mis à avoir du succès à partir du moment où on l'a programmé en séance de minuit et où il y a un public très contre-culturel qui a commencé à venir voir le film, à complètement adhérer aux propos du dit film et à revenir régulièrement. Le même public, les mêmes personnes revenaient presque tous les soirs et faisaient il y avait un côté cérémoniel de la chose. Donc quand ils venaient voir le film, en fait, ils connaissaient les répliques, ils venaient déguisés, ils participaient. Et ça a créé le culte. Et de là, ça crée le culte. L'idée, c'est qu'un film culte, il fonctionne pas parce qu'il y a une forte résonance populaire, parce que des millions de personnes sont allées le voir une fois. Il fonctionne parce que des centaines de personnes sont allées le voir des centaines de fois, en fait. Et c'est ça, en fait, la définition du film culte. Et donc, le Rocky Horror Picture Show, c'est quand même un film assez important dans l'histoire du cinéma, et notamment de ce terme-là. Ok, d'accord. Le Rocky Horror, c'est un film que tu peux revoir à chaque fois avec une expérience différente parce que, comme Vincent le dit, tu peux te déguiser, tu as des gens qui vont se mettre carrément devant l'écran pour faire des répliques, etc. C'est franchement à voir, quoi. En fait, il se passe autant de choses dans la salle que dans le film quand tu regardes le C'est double expérience. Enfin, si tu es vraiment dans la bonne dynamique. Et en fait, c'est bien qu'on en parle ici parce que justement, Caroline, il se trouve, a organisé plusieurs séances du Rocky Horror Picture Show avec cette idée de il faut participer. C'est comme ça que ce film, vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir historiquement. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Et je pense que c'est une bonne idée de le revoir dans ces conditions-là. Petit spoiler, il y a quelque chose qui se prépare peut-être à Liège dans quelques mois aussi. On espère. Mais donc oui, voilà, je t'invite vraiment à découvrir le Rocky Horror. C'est vraiment, même nos auditeurs à découvrir ce film si tu le connais pas. Même de regarder la première fois chez toi, ça peut être cool. Je pense qu'il est sur Disney+, bêtement. Si on parle un peu comme dans Grindhouse, qui est un autre super podcast de chez Mefamo, où on dire un peu où trouver des films, je pense qu'il est encore sur Disney+. Je pense que dans ce cas, voilà, c'est prévu ce soir. Ouais, tu vas adorer. Et Dead Lover, donc ça me fait penser à ça. Il y a aussi Frankenhooker. Tu te rappelles de Frankenhooker? Oui, qu'on a aussi diffusé pendant le screen. Et alors là, c'est particulier. Il faut imaginer le mythe de Frankenstein, mais transposé à New York dans la 42e rue avec des corps de prostituées à la place de cadavres génériques. Parce que très bon film. Parce que le chercheur cherche à ressusciter sa femme qui a été tuée par un accident de tondeuse à gazon. Voilà. Charlotte a l'air... C'est incroyable, Frankenhooker, vraiment. C'est un film de Frank Henenlotter, qui est donc un des cinéastes très connus de la 42e rue, cette mythique rue new-yorkaise où il y avait des cinémas porno, des cinémas d'exploitation, ce genre de choses. Et plein de prostituées aussi. C'était connu pour ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a dit que Charlotte était là pour notre technique, mais Charlotte, c'est la stagiaire de chez Mefamo. On enregistre notre podcast adoré. Et Charlotte, avec son stage chez Mefamo, découvre des films parfois un petit peu obscurs avec nous. Et je pense qu'elle s'éclate. C'est pour ça, franchement, ouais. Depuis que je suis ici, c'est sûr que j'en ai appris des choses. Mais c'est vraiment chouette. Bah, voilà, donc comme ça, on situe aussi à nos auditeurs. On essaye de ne pas la traumatiser. On essaye. C'est trop tard. Calamari Westler, peut-être pas tout de suite. Elle a pas, non, elle a même pas vu la jaquette. On est trop crescendo, bien, doucement. Étape par étape. Un petit Human Centipede, non? Oh là là, sympa. Donc voilà, je vous conseille ce film. Franchement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le découvrir parce que je pense que c'est une proposition tellement radicale que je suis hyper contente en fait qu'ils aient fait gagner ce film parce que souvent dans les festivals, les concours, c'est quand même très souvent des plus grosses productions qui vont gagner les prix parce qu'évidemment, vu qu'il y a plus de moyens, ça donne un meilleur film. Et là, j'ai pas adoré toute la proposition du film, mais j'étais heureuse qu'il s'ait fait gagner ce film parce que c'est une vraie proposition. Oui, je crois que tu as employé le bon terme, tu as parlé de radicalité. En fait, oui, c'est ça. Je pense que vu la façon dont tu me le décris, c'est effectivement le terme qui me revenait en tête, qui est de dire, en fait, tu reviens vraiment à la racine des choses sur un truc comme ça. Donc, si, ça me donne quand même envie. J'espère que nos auditeurs nous diront en commentaire s'ils ont envie de voir ce film, si je fais bien le Père Castor. Il faudrait avoir une petite vignette avec le Père Castor sur ma tête, comme ça peut être sympa. Ensuite... Séance de minuit. Alors, les séances de minuit, oui. Je l'ai fait 2 fois. Alors, le premier film que j'ai vu en séance de minuit s'appelle Chainsaws Were Singing. Et oui, dis-moi ça. Chainsaws Were Singing. Ce sont des tronçonneuses avec un peu de comédie musicale, évidemment. Thunder Maran, c'est un film estonien. J'avoue que je me suis par moments un petit peu assoupie. Très
fatiguée. C'était le jour des shorts belges. Donc, Ah oui. comme vous le savez, ce jour-là, j'étais fatiguée. Donc, Bon, on peut beaucoup de préciser choses pourquoi. à faire. Oui. Oui. Je te force à préciser pourquoi. Tu me forces à préciser pourquoi, mais tu Ouais. m'avais déjà prévenu que tu allais me forcer à préciser pourquoi. Ah oui. J'avais mon petit court-métrage sélectionné au bif dans les shorts, et c'était à midi. Et après, j'ai fait le film de minuit ce jour-là, et ben, j'étais fatiguée avec l'émotion, avec le stress. Tu avec, peux dire le titre aussi. Hein. Ça s'appelle Marc. C'est un film qui s'appelle Marc et donc réalisé par Caroline Poisson. Poisson. Et, donc ouais, c'était une journée assez intense, et donc finir par Chainsaw Were Singing, c'était fatigant. Le pitch, donc comédie musicale, avec des tronçonneuses, avec des rednecks, en Tout style ce qu'on Monty Python, quoi. C'est tout ce qu'on aime. Il y a une histoire d'amour entre Tom et Maria, et qui vont tomber sur un psychopathe avec une tronçonneuse. Ils vont être séparés. Tom va rencontrer plein de gens sur sa route pour essayer de l'aider à retrouver Maria, qui a été embarquée par cette famille de redneck assassins cannibales. Il a fallu 10 ans de post-production au réalisateur pour faire ce film. Donc c'est drôle parce qu'il disait voilà, le petit garçon dans le film c'est mon frère, et là arrive donc son frère, et donc c'est un adulte, et là bah oui, en fait c'est lui il y a 10 ans, il a trouvé dans le film, maintenant il est adulte. Le réal, tu sens qu'il est hyper investi parce qu'il a carrément appris la musique pour faire la musique de son film. Donc, donc c'est vraiment de la post-production homemade, quoi. C'est assez 10 fou. ans quand même, hein, parce que 10 c'est ans. Très long. un projet de 10 ans. C'est très long. Alors, Mais tu si sens... ça se vautre en ça se plus, ressent. tu le vis mal. Hein. Mais alors, il est très... J'étais voir, il a quand même été sélectionné dans beaucoup de festivals. Ok. Parce qu'encore une fois, proposition radicale. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Enfin, pour moi, c'est ça qui fonctionne dans ce genre de festival, ce genre de cinéma. C'est que tu sens que les gens, ils font ça avec leur tripes. C'est le cas de le dire pour un truc de tronçonneuse qui ouvre des bides. Tu sens qu'ils font ça avec leur tripes, et que tu sens la sincérité, tu sens l'amour du cinéma, tu sens... Maintenant, après, on n'adhère pas. Dead Lover, j'ai adoré parce que c'était ma cam visuellement. Ici, c'est moins ma cam visuellement, même si j'admets, c'est super bien joué aussi. Comédie musicale, les chansons sont exceptionnelles. Franchement, les morceaux sont hyper drôles. Les comédiens sont vraiment fous. Tout fonctionne à ce niveau-là. Maintenant, moi, il y a une... mais ça, c'est hyper subjectif. Il y a un humour un peu potache, comme ça, qui, moi, est un peu moins mon délire. Mais bah oui, tu connais un peu mes goûts. Ouais. Mais ça, t'adhères ou t'adhères pas. T'adhères ou Même t'adhères quand pas. de base tu peux aimer. Hein. Je sais que moi, c'est pas forcément. Oui, il faut voir. Il faut toujours C'est voir. ça, il faut voir. Mais tu sens que tous les comédiens, toute l'équipe est hyper investie dans ce film. Il y a juste le jeu d'une comédienne qui, moi, me plaisait moins. Encore une fois, c'est parce qu'il y avait un côté un peu trop sérieux à l'angle de ce personnage qui, en fait, pour moi, me sortait du truc, parce que je dis... Si on le joue what the fuck et qu'on se dit qu'il n'y a rien qui est cohérent, il n'y a rien qui est possible, rien n'est plausible dans cette histoire, ne me ramène pas à quelque chose de sérieux. Tu vois, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à ce niveau-là. Maintenant, voilà, c'est plein de sang, c'est plein de... tout est suggéré. Pareil, ça sent la plasticine. Tu vois, tu sens que les effets sont faits avec des tripes faits n'importe comment. Mais ça match, tu vois, t'as un côté un peu dégueulasse, un peu crasse-pouille, comme ça. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Bad Taste de Peter Jackson, Brain Dead de Peter Jackson. Ça sent l'amoureux du cinéma qui y va à fond et qui lance des sauts de peinture rouge à la caméra, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que les fans de Peter Jackson de la première heure, pas de son infâme King Kong, pourraient... Quoi, t'aimes pas King Kong? Non, je déteste. Ah, désolé. Ça, c'est fou, ça, parce que j'en parlais encore aujourd'hui avec un certain Christophe Mavroudis, où je disais, putain, chef-d'œuvre, on adore le film. Chef-d'œuvre comme Jurassic World, ouais, c'est ça. Chef-d'œuvre. J'ai tapé dans le micro. Il a pas dit ça, mais quand même, King Kong, waouh, quoi. Ah non, j'aime pas son King Kong, j'aime pas. Mais en tout cas, Bad Test, on est d'accord. Voilà, Bad Test, Brain Dead, voilà. c'est vraiment, effectivement, voilà, si jamais vous ne connaissez Peter Jackson que par Le Seigneur des Anneaux, foncez découvrir sur les Feebles aussi. Foncez découvrir ça, quoi. Foncez découvrir. Ouais. Ça me faisait vraiment penser au début de carrière de Peter Jackson. Et en plus, le réal était là pour présenter son film. Même dégaine, même mood, même dégaine de mec qui bouffe des films dans sa cave et qui est passionné, quoi. C'était un film de copain, tu vois. Tu sens qu'il avait fait ça avec son frère, avec ses potes. Bah oui, c'est ça que j'allais dire. Hein, quand tu
quand déjà de savoir qu'il y a son frère dedans, tu te dis ok, ça va, c'est un peu une logique à la Sam Raimi aussi. Exactement, c'est ouais. tout à fait ça. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce genre de film. Et que même si peut-être l'humour ou le ton du film va être moins ma cam, mais je vais aimer voir ça parce que voilà, encore une fois, c'est sincère et ça fonctionne, quoi. Bon, même si je me suis un petit peu endormie de temps en temps. Ça arrive, hein. Les chansons me réveillaient, ou les coups de tronçonneuse, mais maintenant vous savez que moi je peux dormir devant un film de cannibale sans problème, donc voilà, c'est pas ça qui me dérange, mais les chansons me réveillaient, me mettaient en joie. Musique. Oui, la musique est vraiment bonne, Ouais. mais voilà, rentrer à 3h30 du mat, c'était chaud. Mais j'ai eu des chansons en tête le lendemain, donc c'est que ça fonctionne. C'est que ça Ça s'est fonctionne. ancré. Et il y avait une bonne réception du public. Oui, alors là, ça c'était vraiment bien, parce que les séances de minuit au BIF sont des séances où les gens ils ont envie de se marrer, et donc Ça doit être léger, quoi. ça doit être léger, et la progra est vraiment bien faite pour ça. Les films de minuit, tu t'éclates, quoi. Tu t'éclates, tout le monde est crevé, mais tout le monde se marre, et ça réagit, et ça chante, et ça tape dans les mains, et c'est aussi de très bonnes conditions pour voir le film. Mais je pense qu'à la différence de Dead Lover, qui à mon avis, à mon sens, serait compliqué à regarder, serait peut-être plus compliqué à regarder tout seul chez soi, je pense que celui-ci, tout seul chez toi, tu t'éclates pareil, quoi. Tu t'éclates pareil, parce que c'est vraiment drôle. Donc à voir quand t'as envie de... À voir, mais quand même, voir avec de la bière et des chips, ça peut être sympa. Oui. Enfin, de la bière pour vous, c'est bien, moi, la bière, c'est pas mon truc. Mais Du jus de pomme. du jus de pomme, Du jus de pomme, ça passe. du café. Un truc pétillant parce que c'est Ah la non, fête. pas pétillant, c'est dégueulasse. Non, du café pour que je ne m'endorme plus devant les films, ce serait bien. Voilà, on passe au film suivant que j'ai vu, Una balena de Pablo Hernando, film espagnol, A Whale pour la traduction anglaise. Oui, j'avais compris. Non, mais sur l'affiche, il y a le titre anglais. Ah oui, d'accord. Sur le site du BIF, tu le retrouves à A Whale et pas à Una balena. Ah, Je sais pas d'accord, pourquoi. ok. Ouais, c'est pour ça que je précisais. Ok. Sinon, j'aurais dit Ok. la baleine. Ou une baleine, plutôt. J'ai vu ce film en séance silencieuse. Donc, depuis cette année, le BIF a instauré des séances silencieuses où donc on ne peut pas parler. Parce que pour ceux qui ne sont jamais allés au BIF, on réagit avec le film. Selon, il y a des gimmicks qu'on reprend, comme quand on voit la lune, c'est aouh, quand on voit la porte, c'est Attention à la porte. Attention, Non, c'est la non, porte. non, c'est la porte. Ouais. Une porte ouverte. À gauche. Enfin voilà, il y a plein de choses qui reviennent. Ici, c'est une séance qui se veut silencieuse. Et le présentateur a été extrêmement drôle. Il a dit voilà, c'est une séance silencieuse. Donc quand tout le monde fait chut, il dit oui, mais je dois quand même présenter le film. Et il a dit mais voilà, pour que vous puissiez vous relâcher un petit peu avant le film, je vous propose de faire tous les gimmicks du BIF en mode baleine. Donc on a dû faire la porte genre. Oh là là. Mais le house, c'est. Tous les gimmicks du BIF, les gimmicks du BIF ont été faits en mode baleine pour nous détendre un petit peu avant le film. Et donc des séances qui permettent de mieux accéder à des films qui sont parfois plus... Enfin, c'est difficile de trouver le bon terme, mais qui parfois ont besoin juste de se laisser aller dedans. Parce que je sais qu'il y a le Lucia Zalivovic, j'arrive jamais à citer son nom, mais qui était son dernier film qui était sélectionné au BIF, et où justement, là, je pense que c'est typiquement le genre de film qui a besoin d'une séance de ce type-là, qui permet... Je me demande ce qu'elle s'est passée aussi, elle, ce qui était off-screen, est passé aussi au BIF. Je me demande si c'était en séance silencieuse. Est-ce que ça aurait valu aussi la peine de voir ce film en séance... Tout ce qui est un peu contemplatif, t'as envie de le voir en séance silencieuse, quoi. Je ne sais plus. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je l'ai pas vu, non. moi j'ai été voir sur... Non, je pense pas qu'il a été mis. Non, je crois pas. Mais en tout cas, voilà, mais j'étais... Au départ, je me disais, pourquoi de séance silencieuse au BIF Ça m'a vraiment embêté de voir ce film dans des conditions BIF, parce que vu que beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film, il m'aurait gâché le film que moi j'ai adoré. Ah, et donc ça m'aurait fait chier que les gens fassent du bruit et pendant le film. Voilà. Ça t'aurait cassé les ovaires. Ça m'aurait cassé les ovaires que ce film soit gâché par des bruits. Et par contre, à un moment donné dans la salle, tu sentais que les gens s'emmerdaient. Tu sentais comme des... La meuf derrière moi... Tu sentais que ça devenait un petit peu long pour certaines personnes. Moi, j'ai adoré. Mais donc, de quoi ça parle ce film je m'emballe. On suit Ingrid, qui est une tueuse à gages qui est hyper efficace parce qu'en fait, elle peut simplement apparaître sur les lieux, éliminer sa cible et disparaître dans une autre dimension.
Donc, elle ne doit pas se casser la tête à essayer d'entrer de façon discrète, vu qu'elle arrive directement sur le lieu du crime, grâce à un pouvoir qu'une mystérieuse créature lui aurait donné quand elle était petite. Mais à chaque fois qu'elle s'enfonce dans les ténèbres de ce monde un petit peu fantasmal, c'est très Lovecraftien, hein, c'est magnifique. Chaque fois qu'elle s'enfonce dans ce monde de ténèbres avec cette créature que tu comprends pas trop ce que c'est, d'où ça vient, etc. Enfin, tu le comprends à un moment donné dans le film, mais je vais pas trop spoiler. Elle perd un petit peu d'humanité. Il y a un genre de liquide blanc qui s'échappe de sa tête, qu'elle garde dans un coffre secret dans son appartement. Et tout ça au milieu d'une guerre de territoire entre deux personnes un peu mafieuses là sur un port. Je pense que c'est au Pays Basque. Voilà. C'est un film dont on sort en se posant 50 000 questions. Alors, il faut adhérer à ce genre de film. Il faut adhérer au fait que non, on ne comprendra pas tout. Oui, on se posera plein de questions après. Moi, personnellement, j'adore ça. J'adore, après le film, me dire « Putain, ça, j'ai pas du tout compris. Pourquoi ?» D'ailleurs, je vais te le dire, mais dans Touch Me, il y a tout un pan du film qu'on ne comprend pas et c'est génial. C'est amené par la psychologue d'une façon extrêmement créative de dire « Mais ça et ça et ça. » En fait, non, on s'en fout de comprendre, tu vois. Ici, donc ça amené de façon rigolote. Ici, vraiment, j'étais aux toilettes après le film et il y a une meuf qui accoste une autre personne dans les toilettes qu'elle ne connaît pas. Elle dit « Vous étiez aussi à A Whale ?» Elle dit « Oui. » Rassurez-moi, vous n'avez rien compris non plus. Et la dame, j'entends dire « Non, non, j'ai rien compris. » Et ça va vraiment de l'embêter. Moi, ça, j'adore. J'adore parce que je peux me poser plein de questions, je peux me demander ce que le réel a voulu dire, etc. J'ai oublié de dire... Si, j'ai dit que c'était Pablo Hernando. J'ai dit que c'était Pablo Hernando. Il était en compétition, alors... Il était en compétition aussi. La photo du film est canonissime. Franchement, c'est le plus beau film que j'ai vu au BIF cette année. C'est magnifique. C'est splendide. Les effets spéciaux sont nickel. Rien n'est too much en fait. Pourtant, tu pourrais te dire créature, ténèbres, machin bazar, que ça pourrait être un petit peu kitschouille ou quoi. C'est parfait. L'ambiance sonore, le sound design est impeccable. T'as vraiment ça m'a fait beaucoup penser à Else. C'est un film où tu peux pendant 10 minutes avoir l'impression d'être dans un marshmallow géant et juste entendre des sons d'eau, de sable, de mer comme ça. C'est fantastique. C'est hypnotique aussi, ça aussi il faut adhérer, c'est comme dans Else, donc j'arrête pas d'en parler. On va peut-être préciser parce qu'en réalité Else, c'est un film qu'on a diffusé à nouveau dans le cadre d'Offscreen. C'est fou, on fait un épisode sur le BIF, mais je le fais exprès pour ne pas être toute seule à parler. Oui, mais en gros, donc Else, c'est un body horror qui joue énormément sur les matières avec l'idée de Thibaut Emma, donc le concept c'est que les gens peuvent fusionner avec les choses, des objets du quotidien. C'est une espèce de maladie qui touche l'humanité. Et donc, effectivement, gros travail sur les textures, et notamment en termes de travail de texture, il y a aussi un travail sur le son, le bruit que ça fait quand on le touche, etc. Un côté très ASMR, donc qui est travaillé là-dessus. Et donc, effectivement, le parallèle ne me paraît pas impertinent dans la mesure où il se trouve que Else est l'une de ces fameuses programmations qui se font en conjonction en fait, entre Offscreen et le BIF. C'est-à-dire qu'il a été diffusé à Offscreen pendant le mois de mars et le mois suivant, c'était le 19 avril, je crois, il a été diffusé au BIF. Mais alors, apparemment, comme tu me dis, pas dans une séance silencieuse, qui pour le coup est un film quand même assez expérimental aussi, par rapport à ce que tu dis. C'est ça que ça m'étonne qu'il n'ait pas été en séance silencieuse, parce que moi, c'était la même expérience. Ouais, c'est ça qui demande aussi, je pense, à un peu s'immerger dedans. Être concentré. C'est un film que tu as envie de voir au casque, quoi, limite. Tu vois, oui, tout à fait. Oui. J'aurais kiffé. Et vraiment, Una Balena, tu as vraiment ce côté. C'est beaucoup moins lent que Else. Parce que Else, la fin, il faut s'accrocher quand même. C'est vrai que la deuxième heure, elle est longue. Qu'ici, c'est des petits moments comme ça. Pour moi, c'était des moments poétiques incroyables où j'étais à fond dedans. Et quand j'entendais les gens soupirer à côté, je me disais, mais comment ça se fait qu'ils soupirent ? Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bon. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Je reste évidemment un tout petit peu sur ma faim de me dire, en fait, il faut simplement peut-être que je le voie une deuxième fois pour essayer de comprendre ce que je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais c'est pas vraiment un côté négatif. Ouais. C'est plus une interrogation qui, moi, me fait kiffer, quoi. De ce que je comprends, tu dis que le film a un vrai côté hermétique, du genre, il y a des clés que peut-être tu piges pas. Qui demande réflexion. Voilà, ouais. Mais j'ai vraiment envie de le revoir, quoi, et ça, j'espère vraiment pouvoir le trouver facilement, parce que oui, c'est assez fermé comme univers. Pour vous dire, ça pourrait plaire aux fans de Else, mais donc Else n'est pas forcément un film hyper connu. A Ghost Story,
Ghost Story de David Lowery, Mhm. qui avait aussi été diffusé Off-screen, tu vois, toujours, off-screen, c'est donc, incroyable. vraiment. Les liens. Ghost Story, je sais pas si t'as vu toi Charlotte. Non, Ghost Story, Ghost Story, c'est j'ai pas vu. magnifique. Si tu veux, je l'ai, il est fantastique. Très lent, Alors très là, contemplatif. Là, pour le coup, je me souviens quand on avait organisé la séance ici à Liège, il y a une scène en fait dans le film où le protagoniste mange une tarte. Sur Et c'est- 14 minutes. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment la scène, tu crois qu'il l'a mis là pour mettre à l'épreuve le public et qui dit en fait si tu restes à ce moment-là, ça veut dire que c'est T'es bon. prêt pour la suite. T'es C'est prêt vrai pour la pour la suite. Et effectivement, je me souviens quand on avait organisé cette séance, la moitié de la salle était partie. Ouais, je me Aïe, souviens. aïe, 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 C'était aïe. barré. Mais le film est fantastique. Vraiment, ça vaut la peine. C'est, là aussi, la photo, elle est. Bon, non, c'est encore une fois très subjectif. Peut-être aussi des fans de certains films de Jordan Peele comme Nope. Ça m'a aussi fait penser à ce genre d'esthétique avec cette créature qui débarque un peu dans ses eaux, qui va inciter les protagonistes à prendre tel ou tel chemin. Ouais, il y avait vraiment un côté très. Mais pas sur sa photo alors. Pas sur sa photo, Non. c'est beaucoup plus sombre. Évidemment, Nope est un film qui se passe en plein jour. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très noir, mais les noirs sont fantastiques. Et pourtant, encore une fois, Cinédo n'est pas la meilleure salle, n'a pas le meilleur écran. Mhm. Et c'était quand même canonissime. J'aurais rêvé voir ce film sur l'écran du ciné, hein, quoi, parce que vraiment, le piqué du noir, il est fantastique. La geek, comment ça s'appelle? Le piqué du noir! Non, non, mais vraiment, vas-y, justement, mais c'est vraiment, ça. c'est C'est vraiment une c'est tout à expérience fait le regard. visuelle, quoi. C'est le regard que je c'est vraiment, c'est une t'invite à. expérience visuelle et sonore incroyable, quoi, vraiment. Et quand tu dis que on n'a pas forcément de réponse, donc c'est un film un peu frustrant pour les gens qui aiment bien avoir... Ouais. c'est parce que la fin, elle est ouverte ou c'est simplement dans le film, il y a Dans le vraiment film, il y a plein de choses qu'on ne t'explique pas d'où ça vient, pourquoi. Et puis, nous, on en a beaucoup discuté après le film, de dire ça, tu penses que c'est ça? Oui, moi, je crois. Et tu dis, ouais, je ne suis pas sûre. Mais je pense que toutes les clés sont dans le film. Oui. À l'inverse de certains films de David Lynch ou quoi, où là, tu es complètement paumé, tu peux vraiment te faire ton propre truc. Ici, je pense sincèrement que toutes les clés sont dans le film. Et je pense sincèrement que le réel, c'est ce qu'il fait. C'est pas juste, je tape un truc expérimental pour faire cool, quoi. Je pense sincèrement qu'il y a une grille de lecture à ce film que j'ai pas saisie du premier coup. Mais quand tu le décris comme ça me fait par exemple penser à un film comme Valhalla Rising, qui est Tout à vraiment un fait. film qui a une signification super claire, pour peu que tu aies les clés. Voilà. Pour peu que tu aies les clés à C'est ça. comprendre. Et en fait, je fais le parallèle pas pour rien, c'est parce qu'il me semble qu'il avait été Il a fait diffusé. ça au screen. Non, qu'il avait été diffusé au bif. Au bif, ouais. Et que justement, c'est ce genre de film qui aurait bénéficié d'une sens silencieuse. Ouais. Oui, parce que si tu as un public, comme c'était le cas ici, qui n'adhère pas à ce genre de concept et qui se dit mais c'est quoi ce truc, on comprend rien, Je rentre pas dedans. ça va commencer à gueuler, à râler, à faire oh qu'est-ce qu'elle fout, ridicule. Enfin tu vois, c'est vite un film qui peut paraître ridicule aux yeux de personnes qui rentrent pas dans le concept, quoi. Qu'ils n'aiment pas les films où il faut aller chercher, où c'est un peu énigmatique. Je sais même pas s'il faut aller chercher, je pense juste que parce que c'est pas, je vais pas essayer de mettre d'intellectualiser un truc qui est peut-être c'est pas à Plus ce niveau-là. sensitif, quoi. C'est vraiment un film sensitif, c'est ça. D'accord, ok. C'est vraiment un film sensitif où tu as quand même 2-3 points de scénario qui sont pas clairs, mais en même temps, peut-être qu'en voyant une deuxième fois, ce serait hyper clair, parce que là, j'étais tellement fascinée par l'image et le son, que peut-être que le scénario, en fait, au final, tu sais, je m'en fous, tu sais. Parce que, enfin, à ce niveau-ci, c'est sur le coup, je m'en foutais un petit peu, et après coup, je me dis, ah merde, je me suis peut-être pas attardée au Suffisamment scénario, sur, parce que j'étais trop hypée par l'image. Ouais. Mais franchement, une putain d'expérience. Ok. Bon, très bien, mais au moins aussi on a ton retour sur Une séance silencieuse et comment ça s'est passé. Mais bon, tu me dis que en fait, nickel quoi. Oui, nickel. Parce que mais ça il n'y en a c'était pas la beaucoup, grande hein. nouveauté. C'était la grande nouveauté de cette année Ouais. en fait. C'est pour ça qu'on en parle. Si jamais vous ne connaissez pas peut-être pas bien le bif, en fait, c'était vraiment tout nouveau. Ça date Il y a de plein de cette gens que année, ça emmerde. Hein. Plein Ah. de gens que ça emmerde. Mais moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine pour certains films. Justement pour éviter, parce que le bif, on en a fait l'expérience l'année passée quand on a été voir Cancelled. Si le film est mauvais, Alors, le film, oui, mais Si, le c'est public ne lui laisse pas sa chance. public Mais là, ne pour lui le laisse pas coup, sa chance. il était pas bon. et Pour le coup, c'était pas bon. mais ce qu'il y a, Ça c'est reste que important de quand même mais comme respecter, ça quoi. reste très subjectif, Oui. c'est vrai que si ça se trouve, on était 3 dans la salle à aimer le film. Si ça n'avait pas été une séance silencieuse, c'est dur à dire vite, peut-être que le public n'aurait pas laissé sa chance au film parce que c'était une proposition peut-être un peu trop expérimentale et ça serait pas passé, quoi. Ouais, tout à fait. Et comme ça, Ouais. parce que Dead Lover, ça peut être une expérience qui ne plaît pas à tout le monde, mais comme c'est un film drôle, le fait que le public réagisse ne va pas gêner ton expérience. Si t'es dans un truc à fond hyper hypnotique, où t'es à fond dans ton truc et que le mec à côté commence à rigoler parce que Ça te sort. qu'il y a une baleine qui arrive sur l'écran, ça te sort du truc, quoi. Mhm. Donc ouais.
Ouais, donc moi j'étais plutôt content de cette séance silencieuse. Merci de Bif pour nous proposer ça parce que voilà, mais c'est vrai que c'est étrange dans l'ambiance du Bif d'un coup de dire Ouais. tu veux tousser, t'es là. Ouais, c'est ça. T'oses même pas tousser. Ouais, tout à fait. T'oses rien dire, t'oses rien faire alors que t'as l'habitude de pouvoir te lâcher, mais ça, voilà, c'est plutôt plaisant. Ensuite, j'ai été voir avant-dernier film, le film en cinéen, le film attendu par une grosse partie du public du Bif, le film de Stephen Ars, Getaway. Stephen Ars a réalisé Crazy House qu'on a vu l'année passée, qu'on a adoré avec Vincent, avec un certain Nick Frost. Nick Frost, c'est le binôme de Simon Pegg de la trilogie Cornetto. Pour nos auditeurs, on est assez fan de la trilogie Cornetto d'Edgar Wright. C'est un duo connu anglais. Un duo très connu anglais. Et ici, Stephen Ars n'était pas là pour présenter le film. Et le présentateur nous dit, voilà, quand Stephen Ars a contacté Nick Frost pour jouer dans Crazy House, Nick Frost lui a dit, ok, je suis d'accord de jouer dans ton film si tu veux bien réaliser un film dont j'ai écrit le scénario. Ah, d'accord. Et donc ici, c'est un scénario de Nick Frost. Ah. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte ? La famille Smith part sur l'île de Svolta, en Suède, pour assister au Karatan, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, bah, tu vas te débrouiller avec tous les termes suédois. Svolta, je sais que le A avec 2 points se dit O en suédois, mais ce sont mes petites notions de suédois, vu que j'ai une partie de ma famille en Suède, mais je ne parle pas du tout suédois. Et le Karaton, je ne sais plus, c'est une vieille tradition locale qui célèbre en fait un massacre qui a eu lieu sur l'île, où la plupart des habitants ont été massacrés par des colons anglais, et puis il y a eu du cannibalisme, etc. Wow, et la famille Smith décide de partir en vacances sur cette île pour aller voir leur spectacle, alors je le dis avec des guillemets que vous ne voyez pas en écoutant le podcast, spectacle de 8 heures qui commémore un peu cet événement, et ils débarquent là en mode touriste comme ça. Du tourisme cannibale. Du tourisme. Et quand ils arrivent sur l'île, évidemment, la population est là, mais qu'est-ce que vous foutez ici ? On n'a pas envie de vous ici. C'est pas une pièce de théâtre, c'est nos traditions, c'est un manque de respect, etc. Et il y a un gars hyper glauque qui est là, mais non, moi je leur loue la maison de ma mère décédée, un peu qui veut, enfin voilà, un genre Airbnb comme ça, qui leur loue la villa. Et la famille débarque là dans un univers vraiment pas du tout accueillant. Et donc, on est à 3 jours du Karatan et se prépare cette fête, cette grande fête traditionnelle où peut-être que des gens vont vouloir manger d'autres gens. Voilà, c'est un peu un sort de Midsommar version punk. J'allais dire The Wickerman. Wickerman, Wickerman, voilà. Mais ici, on est plus du côté Midsommar que Wickerman, parce que c'est bien moins bon que Wickerman. Ah, t'aimes pas Midsommar, toi, en fait? Oui, je suis d'accord, j'ai aimé, mais j'ai préféré The Wickerman. D'accord. Mais bien sûr, tu vois, moi j'aime bien Hérédité, j'adore Boys Afraid, étrangement, mais Midsommar m'a cassé les pieds. Okay. Voilà. Mais parce que évidemment, je pense que quand tu connais Wickerman, Midsommar passe moyen, quoi. Tu vois, voilà, c'est juste ça. Et donc Getaway, qui est un peu, voilà, si jamais vous connaissez pas, c'est un peu ça le pitch de ces films-là qu'on est en train d'évoquer. C'est ça, c'est un peu le même style. T'es sur une île où il y a des habitants de l'île qui ont l'air un peu étranges et qui vont un peu malmener la personne qui arrive sur l'île. Maintenant, il y a une proposition scénaristique ici qui est un petit peu rigolote. Bah, Nick Frost oblige, j'ai envie de dire. Mais alors, voilà, t'es typiquement devant un film de la trilogie Cornetto. Ah oui. Pourtant, c'est pas Nick Frost qui a écrit la trilogie Cornetto, c'est Edgar Wright. Mais parce que c'est un humoriste en fait. C'est un humoriste. L'actrice qui joue la femme de Richard, donc de Nick Frost, s'appelle Aisling Bea. Je la connaissais pas. C'est une humoriste anglaise qui est hyper drôle. Enfin, moi, j'ai adoré son jeu. Les acteurs sont assez bons, etc. Pour une partie. La photographie est très très belle. La Suède, enfin, moi, c'est mon king. Oui. Donc, Stephen Ars, il sait faire des images, quoi. Franchement, le film est canon. En plus, Ciné 1, hyper grand écran, splendide. Mais on l'avait dit l'année passée, son film était aussi très délirant. Mais c'est très quali visuellement. Mais très quali, exactement. Très quali au niveau des effets spéciaux, ça c'est très quali. Maintenant, alors moi, c'est ma grosse déception du Bif. Parce que j'attendais ce film avec énormément d'impatience, que j'ai adoré Crazy House, qui était complètement... c'était barré, et il osait vraiment faire des choses. Ici, je trouve que c'est très convenu. Le scénario, c'est marrant, mais j'ai l'impression de voir un film... un film de la trilogie Cornetto, mais en moins bien. Je trouve ça parce que très facile. Il n'a pas l'énergie visuelle peut-être d'un Edgar Wright. C'est ça, mais
il aurait pu, parce que quand tu vois Crazy House, franchement, ça aurait pu être beaucoup plus... Il y a des dynamiques de mouvement et de montage, en fait, chez Edgar Wright que j'avais pas forcément retrouvé dans Crazy House, pour le coup. Crazy House, ce qui fonctionne dans Crazy House... C'est des concepts délirants. C'est des concepts, et c'est le scénario. Le scénario était totalement barré. Ici, le scénario pourrait être... Je pense qu'effectivement, si Edgar Wright avait réalisé ce film, ça aurait matché. Parce qu'effectivement, en termes de mise en scène, Edgar Wright, il sait ce qu'il fait. Qu'ici, est-ce que... je pense qu'il sait ce qu'il fait aussi. Hein, il sait ce qu'il fait, mais c'est pas son... Mais je trouve que les deux univers ne matchent pas, en fait. C'est très beau, c'est très joli à regarder, mais c'est chiant. Enfin, j'ai trouvé ça un peu chiant, j'ai trouvé ça un peu convenu, j'ai trouvé ça un peu facile. Je vois pour ce que tu veux dire, parce que je me souviens, j'ai toujours un souvenir assez vif en fait de Crazy House l'année passée, et je me trouvais qu'en fait là où à la limite il pouvait un peu pêcher, c'était parfois dans des soucis de rythme. C'est ça. Et si tu me dis qu'en fait il y a des concepts, parce qu'en réalité, souvenez-vous, on vous en a parlé de Crazy House, il y a des concepts très très délirants avec cette meuf qui chiclette, qui chiclette. Je vais pas utiliser ce terme parce que je vais perdre les Français, mais qui a un chewing-gum à longueur de temps et qui passe son temps à les avaler puis qui donne naissance à un bébé chewing-gum. C'est des concepts délirants comme ça, et en fait je pense que quand tu perds ça, si tu es un scénario plus tradit, en fait si tu as un cinéaste qui déjà a un peu struggle un petit peu par moment avec le rythme de ton film, en fait tu te retrouves dans quelque chose de moins délirant. D'un coup ça peut mettre en avant le fait que tu as peut-être un peu de mal, ça manque de quelque chose, quoi. Ça manque de quelque chose. Le scénario est très simple, très j'essaie de réagir en n'ayant pas vu le film, mais je suis quand même curieux, mais maintenant voilà, parce que franchement voilà, c'est joli, mais là c'est un bon petit film entre guillemets d'horreur popcorn, mais c'est pas Crazy House, moi je suis sortie quand même avec une claque visuelle, quoi. J'étais là, waouh, tu commences le film, c'est tout propre, tu finis de là, t'as l'impression que l'écran t'a explosé et que tu es plein de tripes, t'as l'impression d'avoir des lambeaux de peau sur toi. Oui. Et en plus dans Crazy House, il y avait aussi un jeu sur la forme par rapport aux histoires, par rapport au type de récit qu'ils mettaient en avant. Donc on part d'une sitcom pour arriver sur une espèce de film complètement, je sais pas, sataniste à la fin. Voilà. Ici, c'est très propre, en fait. C'est très propre, c'est très lisse, comme disait Charlotte. Puis, c'est un peu rigolo, mais c'est pas... Voilà. Heureusement qu'on était en ciné 2, que ça rigolait un petit peu. Mais voilà, j'ai rigolé à deux, trois trucs. Maintenant... Voilà, c'était pas... J'étais très déçue parce que je m'attendais vraiment à vivre un... Crazy House, rappelle-toi, c'était fou. C'était fou dans la salle. Et en plus, j'ai vendu ça un peu avec la personne qui m'accompagnait à dire, tu vois, ça va être délirant. Et ça, un peu en demi-teinte, quoi, alors. Ouais, j'étais un peu déçue, quoi. J'étais un peu déçue, donc... Et la performance de Nick Frost ? Exceptionnel comme d'habitude, c'est Nick Frost, tu vois. Et ça, il est... Mais, si, bien, mais il était bien plus délirant dans Crazy House. Pareil, ici, en fait, au final, il joue un peu le même personnage. Okay. Il joue un peu de la même façon. Un père de famille un peu vieillissant qui va peut-être, on verra, je ne spoil pas, peut-être se rebeller un petit peu. Contre Jésus. Mais ça reste contre Jésus. Mais ça reste un peu propre, encore une fois, tu vois. Ça reste un peu minouche, quoi, tu vois. Alors que dans Crazy House, il devient délirant, je trouvais bien meilleur dans Crazy House, quoi. Il y allait beaucoup plus à fond. Ici, est-ce qu'ils se sont dit, avec ce film, on a envie de toucher un plus grand public, d'être beaucoup plus programmé, peut-être, parce que Crazy House ne sera jamais programmé en cinéma grand public. Qu'ici, peut-être qu'ils cherchent ça, peut-être qu'ils cherchent à être programmés dans un Kinépolis ou tu vois, un UGC, et que ça pourrait fonctionner, tu vois. Ça pourrait fonctionner, à mon sens, ça pourrait fonctionner. Voilà, ça pourrait. Okay. Nick Frost, l'air de rien, je pense que c'est ça peut être, hein. Oui, c'est possible, enfin à un certain niveau. Mais je pense. Je suis d'accord. Voilà, c'est une proposition un peu rigolote, mais assez simple en soi. Si finalement tu avais mis beaucoup d'attentes dedans, ce que je peux comprendre. J'étais déçue à crever, quoi. On le ressent. Surtout si tu me dis que, parce que c'est vraiment ce qui nous avait permis d'accrocher. Je me souviens, l'année passée, Crazy House, c'était son délire scénaristique. Il y avait vraiment un côté là-dessus. Et le côté crasse-pouille, quoi. Et le côté crasse-pouille sur lequel... Et c'est vrai que si tu me dis, si tu le retrouves pas, et qu'il n'y a pas eu de renouvellement dans autre chose par rapport à la réalisation du cinéaste, oui, mais je suis quand même curieux. Hein. Il faut quand même que voilà, voyez-le, mais voilà. Et celui-là, il sera évidemment trouvable, quoi, d'office, quoi. C'est le seul gros film que j'étais voir au bif. Voilà. Et puis, j'ai fini en beauté. Avec Mar. Avec Mar, oui. Non. C'est facile, c'est 2 minutes. 4. 4 maintenant. 4. Pardon. Non, il a toujours fait 4. Elle a toujours fait 4. Je sais pas pourquoi j'avais retenu 2 minutes. Parce que ça passe vite, parce que... je sais pas. Nous avons été voir, en séance de minuit, Vampire Zombies from Space.
Parfait. de Michael Stasko. C'est un film canadien. On est en 1957. Le film est en noir et blanc total. Et dans une petite ville, c'est une petite ville qui est attaquée par des vampires zombies de l'espace. Oh. C'était ma dernière séance de minuit. J'ai, je pense, dormi 75 à 80% du temps du film. Mais les 25 et 20% que j'ai vus étaient vraiment très bien. Je vais être honnête, j'étais crevée. La séance de minuit, c'est pas facile. Hein. Mais non, et ouais, c'est bien, je suis m'endormie. Je sortais de Getaway. J'avais mangé une énorme assiette délicieuse de dal indien. J'étais HS. Et je me suis endormie comme une grosse merde. Mais les petits moments que j'ai vus étaient fantastiques. Donc je ne vais pas pouvoir vous résumer l'histoire correctement parce que j'ai rien compris. Mais j'ai envie de le voir. Sachez que c'est un film qui a coûté $20,000, qui a été fait avec un crowdfunding ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un film totalement fauché, mais qui est inventif à un point, mais qui assume son côté fauché. C'est-à-dire que quand tu vois une chauve-souris, qui sont des vampires, une chauve-souris ou une soucoupe volante, tu vois le fil de pêche qui tient la chauve-souris, la soucoupe volante. Moi, ça, j'adore. C'est le côté Michel Gondry du début. Tu as un côté bricolage, un côté artisanal. Mais en fait, tu sais à quoi ça me fait penser dans plein d'éléments que tu me décris là, ça me fait un peu penser à Hundreds of Beavers. Ah oui, mais alors, tout à fait. J'allais dire, c'est noté dans... pardon. Non, mais tu fais bien, c'est bien. Ça me fait penser à Hundreds of Beavers. Ça me fait penser à, finalement, les films d'Ed Wood, les films de Mel Brooks. T'as un côté vraiment... un côté... fait maison, bricolé, mais un côté bricolé, mais assumé. qui fonctionne, qui est assumé et qui, ils essayent pas de cacher la pâte à sel, quoi. Tu vois, c'est hyper assumé. Les comédiens, de ce que j'en ai vu, sont très bons. Il y a 2 scènes que j'ai vues, il y en a sûrement d'autres, d'explosion où là tu sens qu'ils ont mis le budget pour faire exploser la poupée. Alors tu vois que c'est une poupée qui explose, tu vois que c'est censé être un personnage qui explose, mais qu'en fait tu vois que c'est une poupée. Ils te remettent la scène 5-6 fois. Bam, 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 ils te remettent la scène avec des angles de caméra différents où tu vois la poupée qui explose pour être sûr que tu vois bien. Et en fait, c'est assumé totalement. Ça fonctionne de A à Z. Ça te fait rire, ça, non ? C'est hyper drôle. Les rires me berçaient beaucoup. Moi, j'ai super bien dormi. J'ai adoré. Je me sentais bien après le film. Voilà, donc en contre, je n'ai pas grand-chose parce que je n'ai rien vu du scénario. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je n'ai pas aimé le scénario vu que je n'ai rien compris, vu que j'ai dormi. Mais visuellement, tout ce que j'en ai vu était très joli. J'ai envie de dire yes. Mais j'ai hésité à chroniquer ce film vu que je me suis endormie. Mais franchement, peut-être les 20 minutes que j'en ai vues sur 1h30 étaient très, très, très sympas à regarder. Et vraiment, le côté bricolage, c'est ce que tu as envie de voir en film de minuit au bif, quoi. Et finalement, tu n'as pas besoin d'en avoir vu beaucoup plus pour au moins piger l'essentiel et au moins me donner envie finalement de le voir. T'as envie de le voir quand même ? Ah, cool, ça me fait plaisir. Ouais. Parce que franchement, j'ai un peu honte. Mais je me suis dit, bon, tant pis, je vais quand même vous en parler parce qu'il est vraiment cool. Et j'étais voir après sur la page Insta. Après, il est sélectionné dans plein de festivals. Tu sens vraiment, encore une fois, je pense que c'est comme Dead Lover ou autre. C'est des propositions radicales qui fait que ça fonctionne, qui fait que tu as envie t'adhères ou pas au concept, mais là tu sens que la salle elle a adhéré au truc, quoi. Tu sens que la salle elle était emballée vraiment par ce film. En fait, quand la lumière s'est rallumée, tout le monde avait la banane, tout le monde souriait parce que c'est un film qui se veut pas prétentieux, qui se veut pas cérébral, c'est juste c'est un délire à fond la caisse et t'as envie de rigoler, quoi. Ouais. Ou de dormir. Dormir, ça dépend. Je tiens à préciser que je ne dors pas parce que le film est mauvais. Je dors même devant des bons films. C'est juste que je suis très souvent fatiguée. Tu es quelqu'un qui aime bien aller dormir tôt. Et donc, quand c'est les séances de minuit, tu t'endors. Bah oui, évidemment. Mais je peux tenir si tu me laisses parler jusqu'à 5h du matin. Tu sais, mais il n'y a pas de problème. Si je dois me taire, je dors. Mais attention, parce qu'il faut qu'elle parle toutes les 2 minutes. Hein. Sinon, elle s'endort immédiatement. Sans le vécu. Après, t'aurais pu, c'est pas silencieux comme... Ah, c'est vrai, j'aurais pu raconter ma vie pendant tout le film. Voilà. Alors là... Ou alors, toutes les 2 minutes, si elle aime bien le film, elle fait... C'est vrai. Oui, il paraît que je fais ça même quand je mange, etc. Mais... Non, vraiment, ça vaut la peine de suivre un peu
le film. Et ça, j'aime bien Instagram pour ça, c'est quand même cool de pouvoir suivre la vie d'un film, de pouvoir voir où il va être projeté, etc. Ça peut être cool, c'est un peu la façon dont on peut voir les films. Finalement, Hundred of Weavers, il a commencé à fonctionner via les réseaux sociaux par une super com, et c'est comme ça qu'il a commencé à pouvoir avoir un peu son petit succès. Oui, parce que le concept de Hundreds of Beavers, ça rend aussi le film invendable, parce qu'on l'avait évoqué, mais pas ici dans le Popcorn Club. C'est que c'est un film entièrement en noir et blanc et sans parole. Donc là aussi, c'est très radical comme proposition. Et donc vas-y après pour le vendre correctement. Et donc il faut penser des moyens de communication, des moyens de promotion qui sont un peu autres. Et donc effectivement, je me souviens que la page Instagram de Hundreds of Beavers, c'est très drôle parce qu'ils sont super inventifs dans la réutilisation de vieilles affiches de plein de films et en mettant des photos de castors dessus. Enfin, c'est très ça drôle, fonctionnait super bien et c'est comme ça qu'un film vit un petit peu, parce qu'il faut savoir que quand tu es réel, que tu fais un film qui n'est pas fait pour le grand public, où t'as pas de budget, t'as pas de prod, t'as pas forcément de gros trucs derrière. La seule façon de montrer ton film, je suis bien placée, c'est les festivals en fait. Donc en fait, pouvoir suivre après le travail de ces réalisateurs et ces films sur les réseaux, ça permet de voir où ils vont être diffusés et de pouvoir espérer qu'ils soient diffusés dans un festival dans ton pays ou dans un autre pays si t'es un peu motivé. Nous ici en Belgique, on a quand même l'avantage de pouvoir aller dans beaucoup de festivals français, pouvoir aller, parce qu'il y a quand même pas mal de festivals de films de genre en France, où on peut aller découvrir des films, etc. Donc on a Marine qui est souvent Popcorn Club, qui fait pas mal de festivals en France, et qui, certains films, m'avait dit, par exemple Chainsaws, etc. Elle l'avait vu, je sais plus si c'était à Gérardmer ou je sais plus où elle l'avait vu. Et elle m'a dit, franchement, on va le voir, ça vaut la peine. C'est comme ça, en fait, qu'entre nous, on peut un peu se donner des tips pour voir ce genre de film. Donc, si vous êtes intéressé par le cinéma de genre un petit peu obscur, un peu moins connu, n'hésitez pas à aller chercher les pages des réals, des films directement sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra de voir comment vous pouvez découvrir ces films, parce que après, ils sont pas facilement trouvables. Nous, Hundred of Weavers, c'est parce que on se fait un peu parfois tourner les films sous la table entre nous, mais c'est vrai que c'est pas des films que tu vas pouvoir trouver sur peut-être parfois sur Shadows, il y a encore moyen parfois de trouver des choses moins connues, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Ouais, c'est quand même chouette qu'on ait. Mais ça, c'est par rapport aux plateformes, mais effectivement, en termes de programmation de cinéma, on n'a pas de cinéma. Par exemple, ici, en Wallonie, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, au moins au niveau de Liège, ça c'est sûr. De cinéma vraiment spécialisé dans le cinéma plus horrifique ou fantastique, parce qu'en réalité on va vous faire un petit descriptif pour les Français de comment ça se passe ici à Liège, mais en gros on a deux réseaux de salles de cinéma, on a un réseau Kinépolis et on a un réseau Grignou qui est plutôt orienté art et essai, et donc c'est vraiment, t'es obligé de faire ton choix entre le côté très commercial, parfois blockbuster d'un cinéma, ou alors le côté très art et essai, très Cannes compatible et ce genre de choses avec les Grignou, et donc et il y a assez peu d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Et quand on pense au cinéma fantastique, il faut que ça s'insère d'une façon ou d'une autre dans un de ces deux réseaux de salles-là, parce que sinon, tu sais pas trop où regarder les films ici. Mais les Grignou commencent à passer parfois des films un peu plus de genre ou autre, mais quand même des films où ils savent que ça va fonctionner. Le côté un peu elevated. Ouais, je déteste ce terme, mais c'est ça, ils vont passer plutôt des productions à 24 ou des choses comme ça. Jordan Peele, par exemple. Voilà. Tout à fait. Mais par contre, on a eu un peu la chance, la surprise fin 2024 que le réseau Kinépolis passe Terrifier 3. Ah oui. Et moi, j'étais ravie parce que j'avais envie de voir ça sur grand écran. Et pourquoi et il a un côté viral. Il a un côté viral parce que le 1 et le 2, on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu un peu ce truc de le film irregardable, le film que tu n'oseras jamais aller regarder, etc. C'était un peu la réputation de Saw à l'époque. Terrifier 3. Alors, moi, j'étais ravie de le voir sur grand écran parce que j'en ai pris plein la tronche et je me suis marrée. Maintenant, c'est mauvais, mais c'est marrant, tu vois. Mais c'est assez rare qu'on puisse avoir ce genre de propositions dans des cinémas ici, quoi. À Bruxelles, il y a un peu plus de possibilités, même si c'est quand même pas énorme. Mais c'est clairement en festival qu'on peut aller découvrir des trucs un peu différents, quoi. En tout cas, ce que propose The Beef, c'est un peu plus compliqué. Comme je dis, dans les réseaux de salles qu'on a ici, de le voir de façon beaucoup plus facile. Même si ça arrive. Ouais, voilà. Ou alors vous devenez copains avec nous et on vous passe les films sous la table. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on se débrouille. Je vais juste faire un tout petit point tout petit, parce que j'étais évidemment donc au Belgian Shorts où j'avais la chance de voir mon film, et j'étais voir aussi les European Shorts. J'ai pas pu aller voir les International Shorts, j'ai pas pu aller les voir. Et alors, je veux pas ce serait un peu déplacé d'aller analyser, de dire d'analyser tout ce qui est passé, parce que voilà, vu que tu vas nous dire ton préféré. Oui, parce que je me suis dit, je voulais sélectionner un petit bonbon de tout ça, parce que vous pourrez aller voir les films qui ont gagné les prix, que ce soit du BIF ou BTV
MTV ou RTBF ou Sabam, etc. Enfin, il y a eu plusieurs prix. Hein, oui, plusieurs prix et ça a quand même pas mal récompensé les grosses prods. Ça a récompensé les grosses prods tant en cours belge qu'en cours européen. Internationaux, j'y étais pas, donc je ne sais pas ce que ça... Je n'ai pas vu. Par contre, moi, il y a un film qui est passé dans les shorts belges qui s'appelle Autocar, qui est un film de Sylvia Skildaz. J'espère que je le prononce correctement. C'est un bijou. C'est un film d'animation. C'est l'histoire d'Agatha qui prend le car en Pologne vers la Belgique toute seule. Donc, c'est ses grands-parents qui la mettent dans le car pour rejoindre sa maman en Belgique. Et elle écrit une lettre à son papa pendant qu'elle est dans le car et elle perd son crayon qui tombe et qui se perd dans le bus. Et elle va devoir aller à la rencontre des autres passagers pour essayer de retrouver son crayon. Et elle va plonger dans un univers totalement fantastique parce que son regard va transformer la réalité en une expérience initiatique de petite fille qui fait ce voyage toute seule. Un regard d'enfant sur un bus. Et c'était fantastique. Ce film est fantastique. La réalisatrice elle n'a pas gagné de prix, mais elle a eu une mention spéciale du jury des jeunes du BIF. Oui. Et quand elle est venue dire merci, elle disait « Je suis vraiment étonnée parce que je ne m'attendais pas du tout à être prise au BIF parce que mon film n'a un peu rien à faire ici. Parce que, voilà, elle était au milieu de films soit un peu cauchemardesques, soit un peu gore, soit un petit peu... et justement, ça faisait tellement du bien. Et je voulais lui dire si on va lui envoyer ce podcast parce que elle est colloque d'atelier d'un de mes meilleurs amis et donc j'ai appris ça par pur hasard. C'est une réalisatrice donc, qui habite en Belgique. Elle avait totalement sa place là parce que sur le traitement en fait. Parce qu'en fait le BIF, c'est ça que je voulais te dire, c'est que le BIF c'est un festival qui permet une multitude de regards. C'est quoi le fantastique? C'est pas que on l'a vu l'année passée, on a été voir River, le film japonais qui avait gagné un prix, qui était pour moi ma claque du BIF parce que c'était poétique, c'était beau, c'était doux, j'ai eu les larmes aux yeux pendant le film. On va pas forcément chercher du gore, du sang. Très intimiste. Hein. C'était très intimiste. Et je pense qu'il faut pas se dire que le BIF, c'est un festival qui ne revendique que du gore, du sang, du psychologique, du cauchemardesque, des zombies. Pas forcément. Et je trouvais que voir ce film dans la sélection, ça m'a fait beaucoup de bien parce que pour moi, il avait tout à fait sa place. Il avait un côté rafraîchissant dans la programmation et il est magnifique. Franchement, Autocar, si vous avez l'occasion de le voir dans un autre festival. Et donc, félicitations à cette réalisatrice. Félicitations à cette réalisatrice, c'était magnifique. Quoi. J'avais les larmes aux yeux, c'était doux, c'était trop beau. Quoi. Et ça fait justement du bien d'avoir ça au milieu de l'hémoglobine. Parce que je trouve ça hyper touchant qu'elle disait à la fin je suis trop étonnée d'avoir été prise, que je connais cette sensation. Et de se dire, mais si justement, tous les types de films avaient leur place, quoi. Donc oui, si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, d'aller voir l'histoire de ce film Autocar de Sylvia Skildaz, d'aller voir un petit peu son parcours en festival, ça vaut vraiment la peine, quoi. C'est hyper, hyper beau. Ok, bah écoute, ça voilà, m'a l'air... J'espère que je vous ai donné envie de voir des films. Ça m'a donné envie de voir Autocar. Ah, cool. Et j'espère que cet épisode plaira aussi aux auditeurs parce que voilà, c'est un hors-série. C'est un hors-série. Voilà, nous on est aussi un peu tenus par nos accréditations de faire un retour de festival. Et c'est aussi un peu le cas pour nous parce que là, vous le voyez pas, mais on enregistre de façon beaucoup plus détendue celui-ci que d'autres. Ouais. Mais oui, c'est ça. Et on s'est un peu posé la question parce que comme Vincent, tu savais pas venir au BIF, on s'est dit, moi j'avais trop envie d'y aller. Je me suis dit voilà, on fera un épisode, je donnerai un peu mon avis tout à fait subjectif. Donc il y a peut-être plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, qui ont détesté A Whale et qui ont adoré Getaway. C'est comme ça, donc pas de haine s'il vous plaît. Hein. Pas de haine, on ne veut pas de haine. On a rarement de la haine quand même. Non, hein. c'est vrai. Vous avez une bonne communauté. Oui, voilà. On a des chouettes auditeurs et j'espère que ça vous donnera envie de soit de découvrir ces films-ci, si vous avez l'occasion de les trouver, soit de vous dire que ouais, ça peut être cool aussi d'aller voir des films... pas du tout connu, pour un petit peu célébrer l'amour du cinéma des réalisateurs fauchés. Un peu autre. Un peu autre. Et merci beaucoup, Charlotte. Oui, merci. Pour l'enregistrement. On t'a pas trop entendu, mais tu buvais les paroles de Caroline, j'ai eu... Je parle toujours trop, c'est normal. Oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis aussi. Oh, qu'elle est gentille. Merci Charlotte, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. Apple Podcast, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.